Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine Kahara. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société. C'est pourquoi j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent, ou presque, de leur passion. Dans cet épisode, j'ai rencontré Julie, créatrice et cofondatrice de la marque Marianne by Marie Jordan. Ce sont des vêtements pour femmes, des basiques pimpés, fabriqués à Paris. On a bien sûr parlé de son parcours et sa décision de faire une école de modélisme suite à un tour du monde. Créer sa marque n'a pas été une évidence. C'est grâce à son amie Marianne qui l'a poussée et encouragée que la marque a vu le jour, ainsi que sa boutique. On est aussi revenu sur leurs valeurs, positionnement, comment elles ont réussi à créer tout ça et un atelier de couture en plein Paris. On a parlé évidemment de sa communication sur Instagram, comment elles ont fait pour avoir des followers engagés et une proximité avec leurs clientes. Bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Amandine. Aujourd'hui, donc, je suis avec Julie de la marque Marianne by Marie Jordan. Donc, elle est créatrice et cofondatrice de la marque. Voilà. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai découvert par hasard à Caen, bizarrement, alors qu'il y a une boutique à Paris, mais c'était une petite boutique de créateurs et j'étais en voyage chez une copine. Et j'ai tout de suite adoré le style intemporel avec une qualité de tissu assez qualitative et je dis intemporel, mais il y a aussi un côté tendance et c'est assez chouette. Je me suis tout de suite reconnue là-dedans et après j'ai appris à connaître la marque qui avait plein de chouettes valeurs. C'est des prix quand même accessibles par rapport à d'autres marques pour la qualité que c'est, et en plus de ça c'est fabriqué à Paris, ce qui est quand même fabuleux. Donc voilà, donc j'ai un grand plaisir à recevoir Julie aujourd'hui. Donc tu as co-créé la marque avec Marianne, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je voulais revenir un petit peu sur toi. Comment tu es arrivée à la mode? Je crois que tu es diplômée d'une école à San Francisco, que tu as aussi eu une boutique multimarque en 2017, donc ça a l'air d'être une histoire d'amour de longue date en fait, oui. Cet univers-là. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors oui, donc déjà merci pour ce que tu as dit sur la marque, ça me touche beaucoup. Le fait que tu dises que tu te reconnaisses dans la marque, c'est vraiment pour ça qu'on le fait et donc c'est super chouette. Donc merci. Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique. En fait, j'ai fait des études d'assistante de gestion donc à Paris. Ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai rencontré mon mari et là on est parti aux États-Unis. En fait, parce que lui, il avait une société, il a ouvert les US, donc on est partis tous les deux là-bas. Au bout de 2-3 ans de vie là-bas, on a fait un voyage pendant 1 an, pendant lequel je suis tombée enceinte. Et donc, quand je suis revenue à San Francisco, je pouvais pas retravailler parce que j'étais enceinte. Et j'ai toujours eu ce rêve en fait de créer des vêtements. J'ai toujours eu une relation, j'adore la mode, j'adore le vêtement et donc j'ai toujours rêvé de me faire mes propres vêtements. Donc c'est ça qui m'a motivée à reprendre mes études dans le modélisme. Donc j'ai fait une école à San Francisco qui est une école assez technique sur le modélisme, moins stylisme en fait. Ça t'apprend vraiment à construire des vêtements et c'est toi que tu prends comme modèle. Donc tout le cursus, ça, moi je l'ai fait en 3 ans parce que j'ai eu 2 enfants pendant que j'étais à l'école. Et donc pendant ces 3 ans, en fait, tu te construis une garde-robe complète, tout ça. Donc voilà, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses sur
sur le corps et puis sur moi aussi. Le fait de pouvoir te faire tes vêtements, ça te crée un autre rapport aux vêtements. Déjà, tu vois plus ce qui te va pas dans le détail ok, si tu remontes une ligne de taille de 2 centimètres, ça fait une forte différence. Donc, tu apprends vraiment beaucoup de choses au niveau de la morphologie et de comment une petite différence peut vraiment changer un vêtement. Et aussi, après, c'est très difficile d'acheter des vêtements parce que tu vois le travail que ça demande, en fait, de te construire un vêtement et de fabriquer un vêtement. Donc par rapport au prix des vêtements, tout ça, tu déconstruis en fait vachement la chaîne de tout ce qu'il y a derrière, parce que quand tu vas acheter du tissu, tu te rends compte des coûts du tissu, tu te rends compte du temps que ça prend de fabriquer, et donc il y a des choses que tu peux plus faire après. Moi, je pouvais plus, par exemple, m'acheter une jupe en polyester avec juste une ceinture en élastique collé dessus, parce que je me disais je me voyais la faire et ça valait pas du tout le prix, dans un sens ou dans l'autre en fait. Ça te rapproche en fait du vêtement. Voilà. Donc ça c'était pour la première partie. Ensuite, donc quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai fini l'école, j'ai commencé à vendre des vêtements sur Etsy. J'ai créé une boutique sur Etsy, mais que j'ai pas gardé très longtemps, parce qu'après on est rentré en France. Et c'est quand on est rentré en France, j'ai travaillé un petit peu dans un showroom, en fait, parce que je voulais ouvrir une boutique, mais je voulais pas l'ouvrir tout de suite, parce que j'avais pas d'expérience de commerce et tout ça. Et donc, du coup, j'ai travaillé dans un showroom pour professionnels qui vend aux boutiques. Et là, j'ai rencontré plein de personnes qui avaient des boutiques dans toute la France. Je voyais leur façon d'acheter. Et puis, elles m'ont donné beaucoup de conseils aussi sur comment tenir une boutique. Voilà, ça m'a beaucoup appris. J'ai fait ça pendant presque 1 an. Et ensuite, j'ai ouvert la boutique en mars 2017. Donc, j'ai pas tout de suite monté ma marque. Je distribuais à des créateurs. Je me suis tournée assez naturellement vers des petits créateurs, puisqu'aussi à Paris, il y a quand même beaucoup de concurrence sur le vêtement, donc il fallait un petit peu se différencier. Donc, je choisissais des petits créateurs, certains en Made in France, mais j'ai pas réussi à tout avoir en Made in France. Mais voilà, c'est avec des belles histoires. Enfin, c'est toujours des belles rencontres. Et en 2019, ça faisait donc 2 ans que j'avais la boutique. Moi, j'ai commencé un petit peu à m'essouffler du commerce. Je voulais faire plus que ça. Donc là, je me suis remise un petit peu à coudre. J'ai commencé à mettre des modèles en boutique, mais qui étaient finalement des pièces uniques. Et à ce moment-là, Marianne, avec qui donc je me suis associée pour créer la marque, elle de son côté, elle travaillait dans le transport aérien chez FedEx, et on a eu au même moment en fait une perte de sens dans ce qu'on faisait et une soif de regagner un petit peu de sens. Et donc elle a fait un burn-out, et moi j'avais une boutique, et donc on était copines, et elle venait à la boutique quasi chaque jour en fait pendant qu'elle allait pas travailler. Et au début, elle m'a beaucoup portée quand elle voyait que je mettais une pièce où il y avait des choses des vêtements que j'osais pas mettre parce que je savais pas si ça allait plaire. Et elle m'a toujours beaucoup encouragée à m'exposer en fait, parce que je vivais vraiment comme ça, comme le fait de m'exposer. Et elle a dédramatisé tout ça. Elle m'a beaucoup aidée dans cette période, mais on n'était pas encore associés. Et donc c'est pour ça que assez naturellement, finalement, au bout de 3 mois, je pense, de cette petite routine qu'on avait toutes les deux, on a décidé vraiment de s'associer et de créer une marque ensemble. Ok, très bien, merci pour ce résumé. On voit d'où ça a commencé, mais est-ce que, enfin voilà, dans ta famille, il y avait ta grand-mère qui faisait des vêtements? Est-ce que pas du tout? Non, non, vraiment pas du tout. Non, et d'ailleurs, quand j'ai dit à ma mère que je faisais ça, elle me dit oh, mais jamais j'aurais pensé que tu pouvais coudre. C'est pas du tout de famille. Non, c'est Mais t'avais déjà une passion peut-être du vêtement, de t'habiller. Oui, ça oui. Vraiment le côté habit.
J'ai jamais eu vraiment j'ai toujours beaucoup joué avec mon style, dans le sens où j'ai jamais eu un style vestimentaire très strict. Enfin, je peux être bohème un jour, streetwear le lendemain. Donc j'ai toujours beaucoup joué avec ça, avec le style. Je me suis jamais enfermée dans quelque chose. Et donc j'ai toujours eu le goût de l'habit et de ce qu'on pouvait communiquer à travers l'habit. Mais quand je suis allée à l'école, j'ai pas senti ça comme une crise de vocation. En fait, ça s'est fait. C'est curieux, mais c'est peut-être aussi parce qu'on revenait de voyage et on a voyagé 1 an. Et pendant cette année, en fait, je m'étais dit en partant, je vais trouver un sens à ma vie. Et au bout de 9 mois de voyage, je me souviens, je me suis dit, oh là là, j'ai pas trouvé de sens à ma vie. Et en fait, c'était assez étourdissant d'avoir 1 an devant soi où tu vas voyager, tu vas avoir des super trucs et où tu te mets vachement de pression en te disant. Alors, petit point, parce que c'est un peu perdu dans la timeline. Donc, ton mari est allé aux États-Unis. Vous étiez où aux États-Unis? On était à San Francisco. Donc vous avez pas, voilà. Sauf qu'après vous avez fait un break d'1 an pour voyager alors. Ouais, c'est ça. Dans tous les États-Unis. Dans le monde. Dans le monde. Ouais. Ok. Ah ouais, en fait ça, on change de paradigme là. C'est un tour du monde. Ok. Oui, ouais. Voilà. Ok, très bien. Donc vous avez décidé de faire un tour du monde ouais. Et après retour à la maison à San Francisco. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Et donc là, ok. Donc c'est pour ça il me manquait des petits bouts quand même. Ok, trop bien. Et donc là, oui, donc tu te dis merde, j'ai pas trouvé le sens à ma vie. J'ai pas trouvé le sens à ma vie, mais en fait, maintenant que je te le raconte, mon histoire commence à faire sens dans ma tête. Donc je rentre. J'ai pas trouvé le sens de ma vie, mais je suis enceinte. Et mais ça en fait, ça se fait très très vite parce que quand on est rentré, j'étais enceinte de 3 mois et 2 mois après, je rentrais à l'école. Donc j'ai pas trouvé un sens à ma vie, peut-être de façon consciente pendant ce voyage, mais en tout cas quand je suis rentrée, c'était assez clair qu'il fallait que je fasse ça. Mais pas c'est pas la lumière qui s'est allumée un jour en disant oui, je veux faire ça. Je suis rentrée et je me suis dit bon, je vais pas trouver de travail si je faisais des habits. C'était vraiment comme ça, une intuition quoi, quelque chose. C'était pas très réfléchi en fait comme choix. Ah, c'est génial. En même temps, souvent, les choses pas vraiment rationnelles apportent des choses fabuleuses dans nos vies quand on s'écoute finalement. Oui, complètement. Et si, en fait, tous mes choix finalement ont été faits. Enfin, quand je regarde en arrière, tout ce que j'ai fait dans le passé m'a servi. Tout à l'heure, quand j'ai dit je travaillais au showroom parce que je voulais ouvrir une boutique, en fait, à l'époque, c'était pas clair dans ma tête que je voulais ouvrir une boutique. Quand j'ai commencé à travailler dans ce showroom, je m'étais pas dit je vais ouvrir une boutique, donc je vais faire ça. C'est juste que après, quand j'ai ouvert la boutique, je me suis dit complètement. En fait, c'était carrément logique de travailler en showroom. Et je pense qu'il y a pas mal des choix que j'ai fait comme ça. Au début, ça part d'une intuition, d'une envie. Mais sans que je sois consciente du but final de tout ce que je fais, tu vois. Mais c'est un peu inconscient parce que en même temps, quand tu dis, enfin après, tu disais que ton mari était entrepreneur. Ouais. Donc j'imagine que ça t'a peut-être aidé aussi d'avoir un modèle, mais quand on se lance, soit c'est difficile d'un coup de t'imagines si tu t'es dit du jour au lendemain je vais lancer une boutique, t'aurais peut-être paniqué, alors que là du coup effectivement c'est plus la curiosité qui petit à petit t'a amené à complètement ouais. Et puisqu'on parle des États-Unis, c'est pas un sujet que j'avais forcément prévu d'amener là maintenant, mais je trouve ça assez intéressant de. Alors, il faut savoir que dans votre boutique, dans la cabine d'essayage, déjà, il y a tout un tas de portraits. Alors, il n'y a pas que des Américains, il y a pas mal d'acteurs. Il y a Ryan Gosling, il y a Robert Downey Jr., George Clooney, il y a François Civil pour les Français. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres Français d'ailleurs, mais il y a pas beaucoup de Français, non. Mais voilà, et donc il y a ce petit côté-là un peu clin d'œil, voilà, parce que je sais plus s'il y a une phrase, non, c'est juste ils sont là. Oui, non, ils sont juste là. La phrase elle est dehors. Vous êtes belle.
Ouais, donc c'est assez marrant en fait quand on se sent admiré quand on essaye nos vêtements dans la boutique. Mais il y a aussi un univers un petit peu inspiré des films et du cinéma dans tes collections de vêtements, puisque il y a toujours le nom d'un rôle d'une actrice pour la collection. Donc du coup, puis des fois je vois popper sur Instagram des petits clins d'œil à des films. Donc je voulais savoir, voilà, si déjà si tu avais un amour pour le cinéma, comment ça t'est venu cette inspiration d'incarner ça pour chaque collection? Alors, j'aime le cinéma. Je suis pas férue de cinéma, mais à chaque début de collection, en fait, c'est beaucoup de. Je me fais des histoires un petit peu dans ma tête et en fait, ces inspirations, ça a commencé dès la première collection. Il y a des rôles plus que des actrices, en fait. C'est vraiment des rôles incarnés par des actrices qui me touchent beaucoup. Alors, c'est pas forcément des bons films ou des films que j'ai appréciés plus que d'autres. C'est juste qu'il y a des caractères, vraiment des personnages qui sont assez marquants pour moi. Et je trouve ça intéressant dans une collection de partir de ce personnage et de la rhabiller en fait, de se dire ok, si j'avais fait le film ou si j'étais cette personne, comment est-ce que je m'habillerais? En fait, j'ai toujours besoin de transposer les vêtements dans des situations. Sur la première collection, on avait un chemisier fleuri et j'avais dit le chemisier fleuri, elle va acheter des fleurs avec. Mais en fait, dans ma tête, toujours quand je fais des vêtements, j'ai ça, ce truc de la fille avec le chemisier, elle avait un tatouage et elle allait acheter des fleurs. C'était hyper précis. J'avais un autre truc, elle était sur la plage avec son chien. Je sais pas pourquoi il y avait le chien. Et c'est de faire ressortir un petit peu des facettes de personnalité à travers les vêtements, en fait, qu'on crée, nous. On prend les caractéristiques de cette personne et je me dis, ok, si elle va prendre un café, comment est-ce qu'elle s'habille pour aller prendre son café? Et là, on fait une robe. Bon, après, là, ça paraît très organisé, mais c'est pareil, c'est toujours beaucoup d'intuition, des choses que moi-même j'ai envie de porter et tout ça. Mais à la fin, c'est surtout à la fin, en fait, que c'est impressionnant parce que quand on met la collection ensemble, quand on aligne tous les dessins, puis bon, évidemment à l'équipe et tout, j'en parle beaucoup de cette inspiration et de l'actrice et du rôle. Mais en fait, ça fait complètement sens. On imagine vraiment ce personnage qui pourrait porter tout ça en fait. Finalement, t'es très très visuel en fait. Ouais, beaucoup, beaucoup sur la collection hiver. Pas la dernière, mais celle d'avant. C'était Françoise Fabian dans le film La Bonne Année. Je suis même plus sûre d'avoir vu le film en entier, pour te dire. Mais je me souviens d'une scène où elle est au resto et elle a empilé toutes ses perles et puis elle a un super turban et elle rit. Et en fait, cette image, ça suffit à... Ça dégage quelque chose de tellement fort que c'est vraiment un point de départ pour dérouler derrière en fait tout le reste. Mais c'est effectivement très visuel. Ok, mais j'aime bien aussi cette idée de, comme tu disais, elle a plusieurs facettes de ta personnalité parce que c'est vrai que dans une collection finalement, moi je suis spontanément toujours attirée par une ou deux pièces en particulier, peut-être moins par d'autres. Donc il y a aussi ce côté, comme tu disais, je pense cette volonté de pas s'enfermer tout en restant dans le style de Marianne by Marie Jordan, mais il y a où du coup chacun peut un peu se retrouver et trouver au moins une pièce qui lui plaît quoi. Ouais. Et ça c'est très lié au fait que j'ai jamais eu moi-même de style vestimentaire très défini en fait. Et au début, quand on a créé la marque, c'était assez difficile comme position à assumer parce que la première chose que les gens te demandent, c'est quoi le style de la marque. Et du coup, on était un peu tout en fait. C'est un peu rétro, c'est un peu bohème, mais c'est un petit peu de tout ça en fait. Et mais c'est pas un truc de working girl ou de
super vêtement du super pouvoir, tu vois, qui va t'empowerer fort. Enfin, on espère évidemment que si, mais c'est pas que ça en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué. On avait parlé à une fille qui faisait de la communication assez tôt en fait dans la marque et qui a fait notre manifeste de marque. Et c'était un casse-tête pour elle parce qu'on disait alors c'est un petit peu de ça puis un petit peu de ça, un petit peu de ça, il fallait piocher un peu partout et elle a fait un super boulot de réussir à synthétiser cette idée qui est vraiment pas évidente en fait de un peu de tout. Voilà. Carrément. Tu parlais de l'importance, parce que c'est un truc vraiment que je veux souligner dans vos vêtements, c'est que tu parlais justement que dans ton école, tu as fait une école de modélisme et on ressent là tes robes Sally et Amy avec et le haut Colette. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez difficile à décrire. Peut-être que tu le décriras mieux que moi d'ailleurs le haut. Alors c'est un col Bardot. En fait, donc ça tombe un petit peu sur les épaules et ça a un décolleté cache-cœur en fait. Et c'est incroyable parce que ça tient tout seul. En plus, on peut mettre un soutif. Je sais pas comment c'est possible. Genre, il y a rien qui dépasse, rien qui se voit. Enfin, c'est incroyable. Souvent, avec les hauts, on galère tout le temps. Là, j'y pense même pas. Ah, bah, c'est bien. C'est le but. Et ouais. Et je trouve ça quand même incroyable. Et je trouve, voilà, j'ai 2 autres hauts et une robe aussi de chez vous. Et pareil, le tombé est impeccable. C'est hyper confort. Donc ouais, ça se ressent vraiment. Donc j'imagine que tu as un gros travail en amont. Donc tu as la partie créative où tu fais les dessins et après il y a la partie prototype. Ouais. Qui est une des plus grosses parties. En fonction des modèles, le Amy, Sally, Colette, on a fait un nombre de protos inimaginable à changer à 5 mm, même pas sur chaque, pour vraiment qu'on ait ce truc de t'y penses pas, ce qui est assez, j'en suis assez fière parce que pour une manche qui tombe de l'épaule, le fait que tu puisses l'oublier dans la journée, c'est quand même sacrée réussite. Bravo nous. Bah oui, tu peux te féliciter parce que vraiment pour la mettre régulièrement, pour l'avoir mis déjà de temps en temps, je suis impressionnée quoi. Vraiment. Ouais. Donc ouais, la partie prototype, c'est une grosse partie. C'est une partie donc que je fais moi. Et c'est à mon sens important que je la fasse moi. C'est aussi l'avantage. Donc ce qui m'attire le plus dans ce que je fais, c'est la partie créative, mais le fait de maîtriser la partie technique derrière, je sais ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et notamment sur puisqu'on a pris ce modèle comme exemple, Amy, Sally, Colette, je savais qu'on pouvait atteindre le truc que je voulais. Parfois, tu peux pas l'atteindre. Tu fais ton dessin, c'est joli et t'as un truc dans la tête, mais techniquement, ça marche pas. Le tissu, il veut pas. La forme, ça veut pas. Et donc, c'est vachement important de maîtriser la technique derrière parce que tu sais jusqu'où tu peux aller ou pas. En plus, vu que je le maîtrise moi, si jamais je me plante moi. Et c'est beaucoup plus facilement acceptable que je me plante moi plutôt que d'avoir tu vois tu t'imagines un truc, un vêtement parfait et il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour toi et en fait ça marche pas. C'est très frustrant le fait que ce soit pas ton erreur à toi. Alors que là, en maîtrisant le truc du début à la fin, bah si je me plante, c'est moi qui me suis plantée et je trouve que c'est plus facilement acceptable en fait parce que j'ai quand même été au bout du modèle. Voilà, c'est pas une frustration en fait. Ouais, hyper intéressant. Je voulais rebondir par rapport aux matières, parce que là on parlait de prototypage et des matières, et donc du coup vous travaillez avec des matières upcyclées, c'est-à-dire qui ne sont pas utilisées par d'autres maisons de couture. Voilà, donc comment, enfin voilà, pourquoi c'est important pour vous et comment vous trouvez ça. Enfin, je sais pas si ça, enfin je sais que c'est un grand rôle aussi dans votre marque. Ouais.
En fait, il y a 50% des matières qu'on utilise qui sont upcyclées. Le reste, c'est de la production. Donc pour l'upcycling, c'est plus les collections avancent, plus l'upcycling prend de la place en fait. Là sur la dernière, on était même à 60% de tissus upcyclés. Donc au début, la façon dont on fonctionnait, c'était pas le marché Saint-Pierre, mais un petit peu équivalent. Tu vois, des gens qui ont du tissu, qui eux l'ont récupéré directement auprès de marques ou d'autres tisseurs, et on leur achetait tout le stock qu'ils avaient de dispo. Depuis, il y a 2 acteurs principaux. C'est Nona Source. Donc Nona Source, ils revalorisent des tissus LVMH. Donc ça a été créé, je crois, à l'intérieur du groupe LVMH. Donc, alors, ça nous donne accès à des tissus incroyables qu'on pourrait jamais se permettre d'utiliser dans des collections par rapport aux quantités qu'on prend et à notre budget. Donc ça, c'est vraiment super. Et il y a aussi Uptrade. Donc Uptrade, ils travaillent plus avec des tisseurs. Ils vont en direct chez les fabricants de tissus et ils rachètent leur stock, et après ils permettent, pareil, à des jeunes marques comme nous de travailler avec ces tissus. Après, sinon, on travaille aussi en direct avec quelques tisseurs. En fait, on se rend compte, c'est très impressionnant comme milieu, et c'est pas toujours, ça change, hein. Mais il y a encore 3 ans, c'était pas très accueillant quand tu rentrais sur un stand de tissu. T'étais pas, que tu voulais pas acheter 3000 mètres, t'étais pas toujours très bien reçu. Encore une fois, c'est des rencontres. Des fois, tu vas tomber sur quelqu'un de sympa et qui a envie. Il y a des gens qui sentent aussi que l'industrie change, qui le sentent un petit peu avant les autres, et donc du coup qui ont envie d'en être. Et tu vois que ça change, que les gros, ils te regardent plus de haut comme ils te regardaient. Je pense qu'il y a aussi le truc de toi, tu gagnes en assurance, et eux, ils se disent peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'elle. Mais c'est vrai que les relations sont un peu moins déséquilibrées, quoi. Je pense que c'est vraiment en train de changer. On est à un tournant, donc si tout le monde, si les gros industriels d'avant ne changent pas aussi leur façon de fonctionner, ça marchera pas pour personne, en fait. Tu parlais un petit peu de ton équipe. Donc, comment vous êtes organisé? Parce qu'on va parler après plus tard du volet com, mais qui est aussi conséquent. Donc, je suis assez admirative de tout ce travail que vous fournissez. Donc, parle-nous un peu de ton équipe. Dans l'équipe, il y a Marianne, il y a moi, Yann May, qui est notre couturière, qui est une star. Et on a 2 alternantes en communication marketing, et on a aussi une alternante couture qui aide Yann May. Et après, on parfois prend des CDD ou des missions courtes quand on a trop d'activités à l'atelier. Donc ça, c'est l'équipe. Qu'est-ce que je peux te dire sur Non, mais c'est bien, parce que finalement je me dis vous êtes pas si nombreux par rapport à, moi j'ai l'impression qu'il y a c'est peut-être pas qu'une impression, c'est une petite équipe mais qu'il y a un travail monstre quand même. Ouais, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, mais il y a à chaque fois que tu sors une collection, il y en a un petit peu moins que la collection d'avant, parce que là, je parle des tissus, mais c'est des années de trouver ces fournisseurs du tissu. Et ça a commencé finalement bien avant, il y a 3 ans, parce que quand j'ai commencé à recréer mes modèles, tout ça, j'ai fait beaucoup de recherches de fournisseurs. J'avais commencé à passer des commandes avec ceux chez qui c'était possible de passer des petites commandes juste pour me faire des vêtements à moi, tu vois. Mais je savais que ça existait, en fait. Tout ça, c'est de l'accumulation de connaissances depuis 5-6 ans. Donc, heureusement, à chaque fois, tout n'est pas à refaire. C'est pareil pour les patrons, tu vois, quand on va créer une collection, on va reprendre, on part pas de zéro à chaque fois, on va reprendre
un modèle, on va faire des modifications sur ce modèle. Donc à chaque fois, ça s'allège un petit peu. On a une banque de connaissances finalement qui grandit avec nous et qui permet de pas tout reprendre de zéro. Donc il y a ça. Et puis après, oui, il y a beaucoup de travail, mais on a la chance de s'être vraiment bien entouré, d'avoir monté l'atelier en fait et de faire toute la confection nous. On a dû être très exigeante en termes de qui on recrute, tout ça. Mais maintenant c'est super parce que ça roule et voilà, on est vraiment très très bien entouré. J'aime beaucoup ce que tu dis dans oui, c'est là, mais en même temps, ça vient d'un bagage de connaissances d'avant parce que surtout dans notre société aujourd'hui de l'instantané, de la communication et tout ça, on a l'impression que tu sais d'un coup t'as un succès et qu'en fait c'est du jour au lendemain. Ouais. Alors que pas du tout, Non. et que ça tout met en fait beaucoup plus de temps à maturer que ce qu'on croit quoi. Ouais. Et du coup, comment vous êtes répartis avec Marianne? Donc tu disais qu'elle t'avait beaucoup soutenu, que t'avais peur de t'exposer aussi. Comment elle a fait pour arriver à lever tes doutes et à que finalement qu'elle légitimise ce fait que oui, il y aurait d'autres gens qui auraient envie de porter tes vêtements? Je saurais pas te dire comment elle a fait, mais déjà le fait de plus être seule, je pense que la première année, quand j'étais en boutique, je disais pas que c'était moi qui faisais les vêtements, mais par contre Marianne, elle me vendait super bien. Mais je pouvais pas dire que c'était moi. C'était trop intime en fait quelque part. Et elle m'a beaucoup décomplexée. Et le fait de quelque part, je faisais pas ça pour moi, je le faisais pour nous deux. Et en fait, ça change tout. J'avais trop de pression à le faire que pour moi et le fait d'être avec elle, c'était nous. Même dans la com, c'est Marianne et Julie. Et ça a vraiment débloqué quelque chose d'énorme. Et pourquoi avoir appelé la marque Marianne by Marie Jordan? Alors c'était pas avec le recul, on se dit c'était peut-être pas le meilleur choix. C'est un peu impossible à dire, mais en fait quand j'ai ouvert la boutique, c'était Marie Jordan parce que Jordan c'est le prénom de ma fille et Marie c'est mon deuxième prénom. En fait, quand j'avais créé ma boutique Etsy aux États-Unis, ça s'appelait Jordan Bovary. J'aime beaucoup Madame Bovary et j'aimais beaucoup tout ce que ça représentait sur la femme insatisfaite, difficile à cerner, difficile à attraper. Je trouvais que ça va très bien avec l'esthétique que j'ai de justement t'as pas de style, très dur à catégoriser tout ça. Donc vraiment le concept Bovary j'aimais beaucoup. Donc quand je suis rentrée, je me suis dit, ok, je vais appeler ma boutique Jordan Bovary. Sauf qu'en fait c'est pas possible parce que quand j'ai fait les statuts de la boîte, j'ai été voir des avocats qui m'ont dit que les ayants droit de Flaubert, on peut pas appeler ça marque Bovary. Du coup, j'ai dû trouver un autre nom. Marie, c'est mon deuxième prénom, donc je trouvais que ça sonnait bien. Quand Marianne a rejoint, c'était aussi difficile pour elle de trouver une légitimité dans le projet parce qu'elle venait pas du tout du vêtement et que je lui demandais à ce qu'on s'associe sur quelque chose qui était finalement vachement plus moi, qui me ressemblait plus moi qu'elle. Et donc, quand on a réfléchi évidemment à plein de noms et à changer de nom, mais on trouvait pas quelque chose qui nous convienne. Et finalement, le fait de mettre son prénom dans la marque, ça lui faisait une place qu'elle méritait vraiment complètement, quoi. Et donc c'était chouette. En plus, bon, Marianne, ça sonne, on fait du Made in France, donc ça sonne vraiment français. Donc voilà, moi je pense pas que j'étais prête à abandonner Marie Jordan. Donc on a gardé les trois. J'adore parce qu'en fait, on sent vraiment une histoire de co-construction
et d'amitié je trouve ça hyper émouvant comme histoire. Et du coup, Marianne, son rôle, c'est quoi plus au-delà de t'apporter Donc Marianne, elle s'occupe de beaucoup des clientes. En fait, on essaie d'avoir une relation assez proche avec nos clientes. Par exemple, on confirme toutes les commandes manuellement. Tu vois, on fait pas de mail automatique. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose dont on est très fiers parce que on pense que pour les gens c'est quand même vachement sympa. Nous on communique beaucoup sur la transparence. On montre les coulisses de fabrication et tout ça. Et donc c'est sympa aussi quand on donne notre argent à quelqu'un de savoir à qui on le donne et voilà, d'avoir une petite touche perso. Et en plus, du coup, les gens nous répondent et donc c'est vraiment une relation à deux sens. Donc, ça nous prend beaucoup de temps, mais on rapporte beaucoup de ça en termes humain et il y a des jours évidemment c'est difficile et puis on va recevoir un email d'une cliente qui a reçu sa robe et qui dit qu'elle l'adore, c'est bon, c'est reparti quoi, donc ça c'est vraiment chouette. Marianne elle s'occupe de ça et elle s'occupe de tout le côté administratif, gestion des partenaires, ces choses-là. OK. Et c'est vrai que quand même quand on reçoit le colis, au-delà du fait qu'il est bien emballé, tout ça, il y a toujours notre petit nom dessus, un petit cœur. C'est hyper agréable, j'avoue, quand on reçoit quoi. Ouais, c'est cool. Ok. Et donc du coup, oui, il y a aussi ce système d'avoir une confection raisonnée, donc non seulement faite à Paris, mais donc il y a parfois des préventes, parfois c'est un petit peu à la commande. Enfin, vous évitez aussi d'avoir trop de stock. Ouais. Là. Sur cette dernière collection, on est quasi à zéro stock. Donc la façon dont on fonctionne, c'est que on fait tous les prototypes, on fait le shooting photo. Ensuite, effectivement, on fait une campagne pendant une dizaine de jours de pré-vente avant que la collection sorte sur le site. Donc ça, on le fait auprès des gens qui nous connaissent, qui sont sur la newsletter et tout ça. Ensuite, on commence à fabriquer. La fabrication commence avec les premières commandes. Donc on fabrique pas à la pièce parce qu'on essaie d'être un peu efficace en termes de production aussi. Mais par exemple, on va vendre un haut en taille S, on va en fabriquer 4. En fonction des modèles, on peut faire des matelas de tissu plus ou moins grands et on fabrique à ce moment-là. Mais c'est vraiment les commandes qui vont déclencher la confection. Donc ça, c'est en début de collection. Et après, si on a un petit peu de temps, on se fait du stock parce qu'on a une boutique aussi. Mais on arrive à faire le stock au moment où on sait quel modèle fonctionne, ce qu'on va pouvoir vendre, non, ça sert à rien de faire du stock là-dessus. On peut faire ça au moment où on a un petit peu plus de visibilité sur ce qui se vend. Et j'aimerais qu'on parle des prix aussi, parce qu'on en avait déjà parlé une fois quand on s'était vu, ou sur le fait que en fait, parce que quand même, c'est des prix, je sais pas, le plus cher c'est peut-être 100. Là, le plus cher c'est 210, mais okay. Sinon on est à 160 après. Oui, voilà, peut-être pour une robe avec des matières encore une fois très quali et tout ça, fait à Paris. Donc moi j'avoue que j'ai un peu bugué sur le prix parce que certes c'est un prix, mais quand on voit ce que ça représente vraiment par rapport à d'autres marques qui c'est le même prix et c'est fait en Chine et puis pas la même qualité. Du coup, voilà, et on avait parlé de ça où tu m'as dit, en fait, finalement, on arrive à faire une moyenne, on a une politique, pour marger peut-être certains modèles, pas d'autres, et qu'en fait, vous arrivez à vous y retrouver. Est-ce que tu peux me... Ouais. On avait vraiment envie de faire une marque qui nous ressemble et donc ça passait également à travers le prix, ce qu'on était prête, nous, à mettre dans les vêtements.
Et vu que toujours pareil avec le style, tout ça, qu'on fait pas des pièces ultra fortes, qu'on essaie plutôt de faire des basiques pimpées. Voilà, tu peux pas vendre tes basiques pimpées trop cher non plus. Donc on est parti de ce qu'on était prête nous à mettre. Et ensuite, à l'intérieur de ça, ça nous donne, on a un budget pour le tissu, un budget de confection qu'on maîtrise complètement. C'est ça aussi, c'est qu'on maîtrise vraiment tous les coûts. Le fait de pas produire ce qui va pas être vendu, ça nous permet aussi de pas perdre de l'argent là-dessus. Et effectivement, comme tu disais, il y a des modèles sur lesquels on marge moins. Et qu'on décide de faire quand même. Alors, soit parce que ça nous fait vraiment trop plaisir et qu'on aime beaucoup, ou soit parce que c'est des pièces fortes. Par exemple, là, on a une combinaison en soie qui est longue à faire et le tissu coûte hyper cher. Donc, clairement, là-dessus, on gagne pas d'argent ou très peu. Mais voilà, dans la collection, elle a sa place en fait. Donc c'est important pour nous de la garder dans la collection et ça nous fait vraiment plaisir de la faire et elle représente bien ce qu'on veut faire, notre image, tout ça. Mais heureusement qu'on n'a pas que des pièces comme ça et finalement on essaie de voir vraiment sur le global d'une collection pour avoir une marge qui colle un petit peu quoi. Après on marge évidemment pas comme des marques comme les marques traditionnelles. On a une marge vraiment moindre. La question qui me vient là, si d'un coup vous avez un succès fou, comment vous... Parce qu'en fait, du coup, je me dis, enfin, c'est difficile quand on est une marque comme ça, parce qu'à la fois on va avoir du succès, mais si on veut garder ses valeurs, et enfin, à un moment donné, faut choisir. Ouais. Écoute, c'était une question qu'on s'était posée assez tôt finalement. C'est quoi qu'on veut faire, quel genre de marque, quel genre d'entreprise on a envie d'avoir. Et c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Si jamais on devait avoir beaucoup de succès, ce que je vous souhaite. Ouais, moi aussi. Non, mais il y a des choses sur lesquelles on ne transigera jamais. Enfin, c'est le vêtement. Nous, on a toujours dit notre métier, c'est de fabriquer des vêtements. C'est pas de les vendre en fait. Tu vois la différence. Donc sur la confection, les matières. Vraiment, c'est avec Marianne, c'est un des trucs lesquels on est plus fier, c'est quand on parle d'équipe, et c'est pas que du marketing, c'est pas on a des ouvriers quoi, on fabrique des choses et tous les jours on voit des gens qui fabriquent les vêtements et c'est hyper satisfaisant en fait de faire ça comme métier. Donc ça c'est sûr qu'on transigera jamais. Après c'est clair que si on avait du coup plein de commandes, alors soit on serait obligé de prendre un atelier beaucoup plus grand mais bon on changerait un peu de métier, ça devient de l'industrie après. Je sais pas, mais je crois pas qu'on ait l'ambition de devenir une grande marque parce que on prend vraiment beaucoup de plaisir. Je sais pas si ça s'entend assez, mais on prend énormément de plaisir dans ce qu'on fait. Enfin, moi c'est vraiment un bonheur de faire ça et encore une fois l'échange avec les gens à tout point de vue c'est très valorisant en fait. Trop bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être une multinationale pour être heureux et apporter déjà sa pierre à l'édifice quoi. Ouais. Après c'est difficile quand t'as le nez dedans. Là je te dis ça parce que tu me poses la question et qu'on est un peu posé. C'est vrai que quand t'as le nez dedans et que tu regardes les autres marques grosses. Évidemment, ça fait rêver parce que c'est de la reconnaissance aussi. Je sais pas, t'es en soirée et qu'on te demande ce que tu fais et que tu donnes le nom de ta marque et que personne ne connaît. Tu te dis un jour tout le monde me connaîtra. Enfin, tu vois, t'as un côté comme ça. Mais c'est vrai que si tu regardes, finalement, je sais pas si ça vaudrait vraiment le coup. Si tu regardes aujourd'hui le quotidien
Et comme on se fait plaisir, moi je suis un peu contrôle fric en plus, donc si je dois lâcher plein de trucs de ma marque, je vais très mal le vivre. Donc voilà. Trop bien. Du coup, on va parler un petit peu de la partie communication. Donc, vous êtes présente sur Instagram, Facebook et un petit peu Pinterest. Vous avez quand même une belle communauté déjà, puisque vous avez 10 000 abonnés sur Instagram. Tu parlais que donc vous aviez pris quelqu'un à un moment donné pour vous aider sur le manifeste de la marque. Comment vous y êtes pris pour commencer sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous étiez déjà à l'aise avec Marianne pour communiquer sur Instagram? Est-ce que vous vous êtes fait conseiller? Comment vous vous êtes enclenché? Et tu parlais aussi de la peur de s'exposer dans ta boutique, alors au monde entier, je ne sais pas si ça a été un frein. Donc voilà, comment ça s'est passé les débuts sur les réseaux sociaux pour vous? Alors déjà avec Marianne à titre perso, on utilise. Moi je pense que j'avais même pas de compte Instagram. Marianne elle en avait un, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout. On n'est pas de cette génération finalement, et on n'a pas pris le train de. On poste et on s'expose et c'est très naturel pour nous. Moi, j'avais commencé à le faire avec la boutique parce que j'avais créé un compte Insta pour la boutique et le compte Insta, c'était quasiment que moi qui me prenais en photo parce qu'en plus à l'époque vu que c'était pas mes vêtements à moi, je prenais pas de modèle, donc c'était moi qui mettais les photos sur le site, c'était ma tête. Donc voilà. L'image finalement de moi-même, c'était pas compliqué à gérer, le fait de me montrer. Ouais, ce qui est assez étonnant finalement par rapport à tout ce que j'ai dit avant. C'est plus difficile de montrer mes vêtements que de montrer ma tête en fait. Et Marianne, je pense que en fait toutes les deux on a été portées l'une par l'autre. C'est pareil de dédramatiser quoi. En fait. On n'a jamais voulu se prendre au sérieux sur l'Instagram parce que on sera jamais les meilleurs à ça, tu vois. Mais on était très à l'aise avec ça en fait, et le fait de se mettre en scène nous-mêmes, voilà. Mais on s'est toujours dit il faut qu'on se marre, il faut que ce soit léger, même si parfois c'est pas pro, mais on préférait, tu vois, que ce soit pas pro et qu'on mais sans se prendre de sérieux, que ce soit plus authentique en fait. Donc il y a ça. Après sur la façon dont on s'est lancé, on a fait un petit plan 2 mois avant, je crois, où on s'est dit voilà, nos valeurs, on avait 5 piliers dans la communication. Le Made in France, l'éco-responsabilité, il y avait le cinéma, l'amitié et l'empowerment au féminin. Et donc, on s'était fait un thème, 5 thèmes sur des choses sur lesquelles on pouvait communiquer. Et on a commencé comme ça, doucement. On a été aidés parce que Jennifer Aniston a commencé en même temps que nous et elle a fait péter Instagram le jour où elle est rentrée dessus. Donc c'était il y a 3 ans. Et donc pour notre premier post, ça a vachement dédramatisé le truc parce qu'on on avait fait une caption qui disait on va faire comme Jennifer Aniston, et hop, le ton était lancé et c'était fait et on y était et voilà. Et donc voilà, finalement avant on était bien plus organisé que maintenant sur les posts Insta, parce que au début quand on n'avait pas de contenu à poster, parce qu'on a créé le compte Insta 2-3 mois avant de lancer la marque, donc on avait 0 contenu de vêtements, donc tu peux faire du teasing, mais teaser pendant 3 mois c'est quand même un peu long, donc ça nous avait beaucoup aidé ces thèmes, comme ça on savait quoi poster à quel moment. Et mais finalement maintenant c'est beaucoup plus intuitif en fait. J'ai jamais fait de programmation de posts, mais je sais que c'est pas bien, hein, qu'il faudrait y venir. Mais je sais pas pourquoi en fait c'est très personnel aussi ce compte Insta, et du coup j'arrive pas à faire ça à l'avance, tu vois,
Mais comment ça se passe du coup? Parce que c'est toi qui postes ou c'est aussi avec tes assistantes? Non, c'est moi qui poste parce que je suis un peu contrôle fric, comme je te disais. Mais elles t'aident sur les contenus? Non, pas trop. Bah, si elles font parfois quelques stories et tout, hein, quand même. Mais ou les montages, parce que des fois vous avez des montages des visuels de. C'est toi qui fais tout? Ouais. Oh waouh. Ouais. Non, mais ça, il faut que j'arrive à déléguer un peu là-dessus. Mais pour l'instant, en fait, tu vois, c'est tellement important. Je trouve, il faut tellement que ça nous ressemble. C'est pas évident de déléguer ça en fait, parce que même, tu vois, les filles avec qui nos alternantes, elles sont super, hein, franchement, elles sont vraiment très très bien, elles travaillent bien et tout. Qu'est-ce qu'elles gèrent elles du coup? Elles font de la veille, elles regardent ce qui se passe, donc elles ont des idées de contenu, c'est juste que je les laisse pas exécuter. Ok. Oui, donc en fait, elles t'aident quand même pour la veille, te faire remonter des choses. Ouais. Ok. Oui. D'accord. Et on a un compte TikTok aussi. Oh. Ouais. Mais ça, je m'en occupe pas du tout. Mais c'est que elle qui gère. Et je ne veux même pas savoir parce qu'en fait, je suis tellement chiante que je me dis si je me mets à mettre le nez là-dedans, je vais avoir envie de gérer ça aussi. Donc du coup, je préfère ne pas regarder. Mais c'est super ce qu'elle fait. Je regarde, hein, mais trop bien. Ouais. Donc en fait, elles ont leur terrain de jeu et là, tu leur fais vraiment confiance complètement. par rapport. Super, trop bien. Du coup, parce qu'en fait, je savais pas que c'était toi qui gérais vraiment le compte Insta. Ouais. Du coup, si quand même. Je trouve que c'est parce que vous postez régulièrement. Et les bonnes pratiques, c'est quand même assez bien foutu. Est-ce que vous avez fait un peu du sponsor pour commencer ou si en fait ça a grandi de manière organique? Quand on a commencé, non, on n'a pas fait de sponsor, mais on allait chercher les gens à la mano, tu vois. Des gens qui interagissaient avec des comptes et on se disait potentiellement ils vont aimer ce qu'on fait. On allait sur leur compte, on faisait du porte-à-porte sur Instagram quelque part. Donc on a beaucoup fait ça. On a commencé à faire un petit peu de sponsor, mais de façon très exceptionnelle sur certains posts ou à des lancements de collections. Et c'est que là maintenant en fait depuis 2 mois où on fait vraiment des pubs sur Instagram et sur Facebook. Ok, ouais, pour soutenir. Donc tout le début, c'était vraiment de l'organique. Oui. Quand même, je me dis pour des personnes qui n'étaient pas forcément sur Insta avant, qui disent que soi-disant c'est pas de leur génération. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que ce n'est pas une question d'âge. Les réseaux sociaux, parce que si je dois dire mon grand âge, voilà. Du coup, vous avez déjà tout de suite eu les bonnes pratiques en mode, on choisit les messages, nos valeurs de marque. J'imagine que vous essayez aussi de poster régulièrement, le fait d'avoir un lien et tout ça. Comment c'est venu? C'était de manière un peu empirique, vous avez senti le truc ou? Non, moi ça me passionne. Autant, tu vois, je l'utilise pas du tout à titre perso et tout ça. En revanche, ça m'intéresse énormément et j'aime beaucoup faire ça. Donc j'ai lu pas mal de trucs. Je faisais partie, mais ça j'étais encore aux États-Unis pour la boutique Etsy là. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Instagram with Intention. Je sais pas si ça existe toujours. C'était un groupe Facebook et donc elle donnait des petites classes comme ça en vidéo. Et c'était toute une communauté, beaucoup de femmes créatrices. Donc il y avait des créatrices de bijoux, de vêtements, mais aussi des créatrices de contenu et qui se donnaient. Mais bon, c'était il y a longtemps, ça. C'était il y a 7 ans. Mais qui se donnaient des bonnes pratiques d'Instagram. Tout ça, le concept du porte-à-porte sur Insta, c'est là où
où j'ai commencé à en entendre parler et ouais, et tout de suite en fait ça m'a beaucoup intéressée. En fait, je trouve ça passionnant de voir comment est-ce que avec des images, très peu de mots, tu peux réussir ou pas à transmettre tes valeurs, à transmettre. Nous, je pense qu'on a encore une grosse marge de progression sur transmettre justement le style de notre marque, avoir une identité de marque très forte. On n'y est pas encore, mais on arrive voilà à faire passer des messages et ça me fait super plaisir quand je rencontre des gens et qui me disent je suis votre Insta, j'aime bien que vous fassiez ça et qui me parlent d'une des valeurs, tu vois, ou que t'es capté que avec Marianne on est amis, juste des petites choses comme ça que les gens arrivent à retirer de ça. Et je trouve que c'est chouette et c'est très intéressant à mettre en place, je trouve. Est-ce que tu peux nous donner pour toi les bonnes pratiques du porte-à-porte sur Instagram? Il faut pas, c'est compliqué de démarcher finalement parce que tu vas démarcher des gens qui t'ont rien demandé sans paraître un peu spammy quoi. Donc j'essaie toujours. Après c'est toujours pareil, mais ça prend un temps fou. Hein. C'est d'être authentique. Et du coup, c'est un peu, tu sais ce que font les robots. En fait, tu vas faire du like et commenter sur des photos, sauf que toi, t'es pas un robot, t'es une vraie personne. Et du coup, faut essayer d'être pertinent. Moi, j'arrive pas. Je fais du like, tu vois. Au début, j'avais vraiment l'impression de violer l'intimité des gens. C'était terrible parce que je likais des photos de personnes que je ne connaissais pas. Je trouvais que ça me faisait très bizarre. Et puis après, bon voilà, c'est pas grave, c'est du porte-à-porte. Les gens, s'ils ont pas envie de venir après voir ce que tu fais ou s'ils ont pas envie de venir s'abonner, ils viennent pas. Et puis voilà, t'auras liké une de leurs photos. Par contre, je fais pas de commentaires, sauf il y a des gens qui sont vraiment drôles quoi sur Insta. Et juste, ce que je trouve génial, c'est que juste avec un hashtag ou une caption très courte, tu peux voir si la personne est rigolote ou pas. Et donc du coup, après, je rebondis quand je commente, j'essaie toujours d'être un peu pertinente quoi et de rebondir et je commente que quand j'ai envie de commenter parce que tu sais les messages que tu as qui n'ont aucun rapport avec ta photo ou les flammes emoji flammes en dessous de tes photos, ça a pas de sens, tu vois. Ça se trouve c'est aussi efficace que ce que je fais, je sais pas. Mais en tout cas, j'essaie toujours d'être authentique dans mon porte-à-porte. Donc du coup, tu fais quoi, des likes, parfois des commentaires, mais t'envoies pas vraiment de messages en fait. Non, j'envoie pas de messages aux gens. Tant qu'ils non. Mais ça, je le fais plus, les likes et. Non, je sais, mais c'est pour savoir, peut-être pour ceux qui nous écoutent, parce que tu sais, souvent on reçoit les fameux messages un peu robots justement, alors que pourtant c'est des vrais gens derrière, un peu en mode bonjour, je fais ça, ou j'ai vu que tu fais ça, alors qu'en fait la personne n'a même pas vraiment regardé ce que tu faisais, et c'est même pas parce qu'en fait tu peux à mon sens potentiellement faire du démarchage, mais à ce moment-là au moins tu regardes vraiment le profil de la personne et t'essaies comme tu dis, d'avoir une communication authentique et adaptée. Mais souvent, c'est complètement à côté de la plaque. Je pense que c'est un peu des copier-coller. Donc toi, du coup, t'envoyais pas du tout de message. En fait. Non, le truc qu'ils disaient dans mon cours, là, Instagram avec attention, donc ils disaient, tu fais 3 likes et un commentaire. Au-dessus de ça, tu parais robot, spammy, tout ce que tu veux. Donc ça, c'était les recommandations du truc. Mais franchement, ça fonctionne. Waouh, trop bien. Donc 3 likes, un commentaire. Et après, non. Après, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est que quand les gens s'abonnent, on envoie un message de bienvenue où on se présente, on remercie, puis on leur explique la démarche. Évidemment, on essaie de les rediriger vers le site. Ok. Et du coup, donc vous avez vos réseaux sociaux et vous avez aussi donc votre newsletter qui est du coup à l'attention de votre clientèle, mais pas que. Il y a aussi tout le monde qui peut s'abonner à la newsletter.
Est-ce que vous avez remarqué, entre guillemets, pour toi, quel est l'avantage et la différence entre les réseaux sociaux, la newsletter? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que vous voyez que c'est les mêmes publics ou pas? Je sais pas si vous avez suffisamment de recul par rapport à ça. J'ai pas documenté le truc. Après, j'ai des intuitions par rapport à ça. Je pense que c'est pas les mêmes personnes sur Instagram et sur la newsletter. Donc c'est pour ça que là, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu plus, c'est que sur la newsletter, on va montrer un petit peu ce qui s'est passé sur Instagram, les choses intéressantes qui se sont passées sur Instagram, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à communiquer un truc sur Instagram et un truc un peu différent en newsletter. Donc là, on essaie d'harmoniser un petit peu tout ça, parce que c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont sur Insta et sur la newsletter. Ils attendent pas non plus la même chose. Je pense que tout le côté perso, ça intéresse beaucoup moins les gens de la newsletter. On est sans doute beaucoup plus commerciaux en newsletter que sur Instagram. Tu vois, sur Instagram, bon, là, j'en fais beaucoup en ce moment, mais quelque part, ça me gêne de faire du post-produit. Parce que la promesse sur le compte Insta, c'est évidemment les vêtements et tout, mais c'est aussi la fabrication, c'est aussi qui on est. Et quelque part, du coup, ça quand je vais faire 5 posts de produits de suite, je suis gênée. J'ai l'impression d'être trop commerciale, tu vois. Je reprends le truc du porte-à-porte. Je vends trop fort, du coup, et puis ça va pas, ça colle pas à ma façon d'être aussi, tu vois. Et l'Insta nous ressemble, alors que la newsletter, c'est quand même plus commercial. On s'en sert pour vendre, en fait, vraiment. Je dirais que sur Insta, on fait le lien. Et sur la newsletter, on vend. Déjà, il n'y a pas de retour, donc les gens ne réagissent pas à ta newsletter. Donc c'est que dans un sens. C'est moins, il y a moins d'interaction, quoi. Ok. Et du coup, oui, vous avez beaucoup d'interactions. Tu disais sur Instagram avec votre communauté. Ouais, on en a. Oui. Ouais, on a pas mal de messages, de réactions aux stories. C'est beaucoup plus en story, en fait. Et c'est chouette parce qu'on se permet beaucoup plus de choses en story parce que ça reste pas. Non, on arrive vraiment à sentir des tendances. Tu vois, quand on va poster des previews, des teasings, on arrive vraiment à voir ce que les gens aiment. C'est chouette. On essaie d'utiliser plus les stickers pour faire que les gens réagissent, tu vois, aussi. C'est bon pour l'algorithme, mais c'est aussi bon pour nous, en fait, de voir, ok, il y a des gens qui regardent quand même. Du coup, est-ce que pour toi, dans le développement de votre marque, ça a eu un vrai rôle d'être présent sur Instagram et de communiquer sur Internet? Je pense, mais c'est très long. C'est en fait, je pense que tu peux pas t'en passer, mais que c'est pas, en tout cas pas nous, c'est pas comme ça. C'est pas le truc miracle. C'est ça plus ça plus ça, mais c'est plein de petites briques dont tu peux pas te passer. Mais en fait, c'est très dur parce que c'est très chronophage. Tu vois, mon truc des likes et du commentaire, ça prend beaucoup de temps. Poster du contenu, ça prend beaucoup de temps, tout te prend beaucoup de temps, et c'est vrai que les retours au début c'est dur parce que t'as pas de retour immédiat. Si tu regardes en termes de vente, c'est très très long en fait. Donc je pense que oui, ça joue un rôle, et je le vois là beaucoup plus maintenant en fait. À mon boutique, j'ai de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils nous ont vus sur Instagram. Donc notre présence, elle est, je veux dire, on peut pas s'en passer, c'est évident. Par contre, il faut être patient et il faut arrêter de se dire
buzz facile, tu vois, c'est pas facile, hein. Ça demande beaucoup de travail et ça arrive pas comme ça. Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure ce que tu disais sur le succès, tu vois. Après, c'est facile quand tu regardes des marques de l'extérieur ou des personnalités. Tu dis, ah bah oui, c'est à ce moment-là, elle a fait ça et ça a marché. Non, mais en fait, il faut voir tout ce qu'il y avait derrière. Et si les personnes se sont rendues compte qu'elle a fait ça à ce moment-là, c'est parce que derrière, elle a bossé déjà fort, quoi. Il n'y a pas de raccourci. Ouais. Et comme tu dis, en plus, par rapport aux briques, que oui, il y a Instagram, mais c'est aussi, voilà, c'est que vous avez été aussi sur des salons, enfin voilà, vous faites aussi des actions en physique, comme le fait que moi, finalement, je vous ai retrouvé après sur Instagram et j'ai vu que vous aviez une boutique à Paris, mais en premier lieu, je vous ai quand même, alors que j'habite Paris, je vous ai découvert à Caen. Ouais, c'est fou, ouais. Donc comme quoi, enfin voilà, c'est vraiment plein de petites actions additionnées qui font que, voilà, puisqu'on oublie trop souvent, on a un peu effectivement ce fantasme. Alors en fait, c'est un peu le deux, c'est qu'à la fois, voilà, on a peur de se lancer, parce que il faut y être, mais c'est un peu haine-amour, les réseaux sociaux. Et en même temps, mais en fait, c'est la vie réelle qui nourrit le reste et vice versa, en fait. Ouais, complètement, ouais. Et voilà. Et moi, je voulais rajouter que vraiment, en tant que cliente, moi, je me sens chouchoutée quand on vient à la boutique, par exemple. Donc, c'est Sally. C'est ça, ce que je comprends. Parce que c'est la même robe qui a 2 longueurs différentes. Donc, il y a Amy et Sally. Et Sally. Et j'ai longuement hésité. Je crois que j'hésite encore entre les deux tellement j'aime ce modèle. Et donc, du coup, effectivement, quand j'ai reçu Sally, c'était un peu long. Et donc, vous m'aviez proposé une retouche, qu'on peut préciser aussi pour ceux qui nous écoutent que la retouche est possible. Oui. En fait, aussi à distance? Aussi à distance. Ouais, tout à fait. On essaie faut qu'on mette ça en place. C'est dans notre to-do de mettre un partenariat en place avec Tilly pour pas faire des allers-retours de poste. Pour l'instant, ça fonctionne encore en aller-retour de poste. Donc, on peut épingler ou noter, dans le cas d'un ourlet, combien on veut enlever. Mais tout à fait, on fait les retouches. Voilà. Donc, je voulais préciser ça parce que vraiment, voilà, je trouve qu'on se sent chouchouté. C'est. Puis souvent, ça aide à s'approprier aussi un vêtement. C'est vraiment important pour nous que les gens s'approprient les vêtements. Et parfois, il suffit d'enlever 3 centimètres et ça change tout en fait. Si c'était une robe qu'on n'aurait pas osé porter ou on se dit dans quelle occasion je vais porter ça et elle fait 3 centimètres de moins en longueur et sur nous, hop, ça y est, tu te vois te balader sans raison particulière avec cette robe et ça devient ta robe de tous les jours en fait. Donc c'est chouette de pouvoir faire ça. Bah ouais, carrément. Donc écoute, merci. J'ai envie de te remercier pour ta marque. Merci. Et puis merci aussi pour ce chouette moment passé, pour tous les partages que tu as partagé avec moi et nos auditeurs, enfin mes auditeurs, je ne sais pas. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux me soutenir, le meilleur moyen, c'est de noter le podcast sur ta plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify. N'hésite pas aussi à en parler autour de toi. C'est encore le meilleur moyen de le faire découvrir. Abonne-toi à ma newsletter sur tupeuettquituveux.com pour recevoir la mention des nouveaux épisodes et des conseils sur comment bien développer son activité sur les réseaux sociaux. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement sur Instagram. Donc vraiment, si tu as une question, n'hésite pas, c'est toujours un plaisir d'échanger. À bientôt.